Hello hello, bienvenue dans ce nouveau podcast autour des bras de Morphée, recherché désespérément par bon nombre d'humains. Et oui, le thème du sommeil, c'est un sujet hypersensible, surtout pour ceux qui ont l'impression d'être des ovnis en raison de leur hypersensibilité. En tout cas, le sommeil, c'est un mécanisme indispensable à la santé du cerveau et du corps, et qui est présent chez toutes les espèces, comme nous allons le voir, et c'est dommage de s'en priver. Aujourd'hui, nous allons aborder comment le sommeil fonctionne et quels sont ses bienfaits. En fin de ce contenu, je vous propose des boosts de meilleur sommeil, actions concrètes pour être plus doux avec soi. Je ne suis pas médecin et loin de moi l'idée de vous amener à substituer un traitement médical par une de ces actions. Je m'appelle Nathalie Delon et depuis plus de 10 ans, j'accompagne en visio pour permettre à un plus grand nombre de se reconnecter à soi pour retrouver la joie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Rêve de Sommeil pour recevoir automatiquement toutes les nouveautés et vous trouverez sur ma chaîne des hypnoméditations et un podcast pour booster son énergie positive. Merci d'avance pour tous les commentaires que vous y déposerez et par ailleurs, j'ai aussi concocté un programme totalement personnalisé autour de l'anxiété et du stress car comme vous le verrez, anxiété et stress font partie du piège et empêchent de trouver un sommeil profond et réparateur. Le sommeil apparaît comme le plus insensé des phénomènes biologiques. Lorsque vous dormez, vous ne pouvez pas faire vos réserves alimentaires, vous ne pouvez pas vous faire des amis, vous ne pouvez pas chercher une amoureuse ou un amoureux. C'est certainement l'un des comportements humains les plus déroutants et pourtant. Pour commencer, je vous propose d'examiner d'un peu plus près ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule. L'insomnie n'est pas un problème nouveau. Pendant de nombreuses années, on pensait que la dépression avait un impact sur le sommeil. Oui et non. Comme l'écrivait Charlotte Brontë, pour qui un esprit tourmenté fait un oreiller agité, les troubles du sommeil favorisent la dépression, l'anxiété et les tendances suicidaires. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que dormir régulièrement moins de 6 ou 7 heures par nuit entraîne de la dépression et d'autres désordres physiologiques et psychologiques, détruit notre système immunitaire et multiplie par 2 les risques de cancer. Le manque de sommeil est un facteur déterminant dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Dormir peu augmente les risques cardiovasculaires. Et pour continuer, une question me brûle les lèvres que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous prenez du poids en ce moment ? Peut-être que vous avez remarqué que l'envie de manger est plus forte lorsque vous êtes fatigué. Ce n'est pas un hasard. Le manque de sommeil augmente la concentration de l'hormone responsable de la sensation de faim et supprime celle qui est responsable de la sensation de satiété. Vous avez beau être rassasié, vous avez toujours faim. Un manque de sommeil entraîne une prise de poids chez l'adulte comme chez l'enfant. Le pire est de suivre un régime sans bénéficier d'un sommeil suffisant. Et oui, parce qu'à ce moment-là, on perd plus de masse maigre que de masse grasse. Maintenant que certains vrais du faux ou faux du vrai sont établis, voici un premier éclairage. Comment votre corps sait-il qu'il est temps d'aller dormir ? C'est à la suite de la découverte du géophysicien Dortus de Méran en 1729 que ce rythme a été établi. Il étudiait les mouvements des fleurs et des feuilles, une espèce d'héliotrope en suivant la trajectoire du soleil dans le ciel au fil de la journée. En plaçant la plante dans une boîte scellée pendant 24 heures, plongée dans l'obscurité, il s'était rendu compte que bien que coupée de l'influence de la lumière pendant la journée, la plante se déployait comme en plein soleil et ses feuilles se rétractaient pile à la fin du jour. Tout le monde produit un rythme dit rythme circadien. Ce terme vient du latin circa autour et dies jour et signifie littéralement cycle qui dure environ un jour. L'horloge interne de 24 heures située dans votre cerveau envoie son signal de rythme circadien vers chaque autre région de votre cerveau et chaque organe de votre corps. Ce n'est pas par hasard si, comme cela a été démontré, la probabilité de battre un record olympique est liée au moment de la journée. La lumière du jour est le signal répété le plus fiable dont nous disposons pour mettre à jour notre horloge biologique.
Mais comment font les personnes atteintes de cécité? Eh bien, dans la mesure où ils se répètent de façon fiable, le cerveau peut également utiliser d'autres signaux externes, comme la nourriture. Comment pouvez-vous reconnaître votre rythme circadien biologique? Une baisse de température se met en place à l'approche de l'heure habituelle de votre coucher. Et quel est votre rythme? Certaines personnes sont appelées familièrement lève-tôt et d'autres couchent tard. Les gens du matin et les personnes du soir. Contrairement aux lève-tôt, les couches-tard sont bien souvent incapables de s'endormir tôt le soir malgré leurs tentatives. Dans ce dispositif, il y a aussi la mélatonine qui aide à réguler le moment où le sommeil arrive en signalant l'obscurité de la façon systématique à l'organisme. C'est une sorte de minuteur. Elle donne l'ordre officiel du début du sommeil. Deuxième éclairage, le cycle du sommeil. Il existe deux principaux types de sommeil, le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Lorsque nous nous endormons, nous entrons dans un premier stade de sommeil. Il s'agit d'un sommeil non paradoxal, appelé aussi sommeil léger ou aussi sommeil avec mouvement non rapide des yeux. Environ 30 minutes plus tard, nous arrivons au stade du sommeil non paradoxal, un état de sommeil plus profond, nommé sommeil avec mouvement rapide des yeux. À ce moment-là, le cerveau repasserait les moments de la journée en accéléré comme le ferait une caméra qui fonctionnerait 20 fois plus vite que la normale. L'une des phases clés du sommeil profond consiste à éliminer et supprimer les connexions neuronales inutiles. Pendant ce schéma de sommeil paradoxal et non paradoxal qui se répète toute la nuit, nos cerveaux cherchent à trouver le point idéal pour conserver les informations anciennes tout en libérant de la place pour des nouvelles. Pour trouver l'équilibre dans cette équation d'archivage, une recherche se met en place pour déterminer quels sont les nouveaux souvenirs utiles et lesquels se recoupent, s'avèrent redondants ou manquent simplement de pertinence. Au cours de ce sommeil, le système immunitaire se reconstruit. C'est le moment où le cerveau analyse les expériences de la journée et les relie à des expériences passées stockées en mémoire. Pendant les phases de sommeil profond, on sauvegarde de nouvelles informations. C'est la raison pour laquelle il nous arrive de trouver en dormant des réponses à des questions qui nous paraissent insolubles quand nous sommes éveillés. Si vous êtes amené à voyager, à dormir ailleurs que dans votre lit habituel, dans des environnements auxquels vous n'êtes pas habitué, l'un des hémisphères du cerveau a le sommeil plus léger que l'autre, comme s'il montait la garde avec une vigilance accrue, parce qu'il se sent moins en sécurité. C'est certainement la raison pour laquelle bon nombre d'entre nous dorment mal pendant la première nuit dans une chambre d'hôtel. Et voici le troisième éclairage. Comment dormir? Dans les pays développés, les adultes essaient de dormir en une seule fois, avec une moyenne inférieure à 7 heures par nuit, ce qui est insuffisant puisque l'OMS recommande 8 heures de sommeil par nuit. Lorsqu'on voyage dans les pays où les populations vivent sans électricité, la situation est différente. Au nord du Kenya, par exemple, la tribu des Gabra dort en 2 fois. Cette tribu dort plus longtemps la nuit, c'est-à-dire 8 heures, et fait une sieste de 30 à 60 minutes dans l'après-midi. Ce type de sommeil n'est pas culturel, mais bien une caractéristique biologique. Cela saute aux yeux quand on observe une réunion d'après-déjeuner, les participants piquent souvent du nez. Je suis une inconditionnelle de la sieste. Et vous? D'ailleurs, du côté de l'Asie, il existe un art japonais de l'inimuri qui signifie être présent et dormir. C'est tout à fait recommandé. Le grand avantage de cette forme particulière de sieste est que l'on reste suffisamment éveillé pour ne pas rater l'arrêt quand on est dans le train ou pour pouvoir se concentrer sur des contenus vraiment pertinents lors des conférences. C'est sans doute pour cette raison que l'inimuri fait si naturellement partie de la vie publique au Japon, que l'on somnole même au Parlement ou lors de conférences importantes. Les supérieurs en profitent même souvent pour simuler le sommeil du blaireau. Vous savez, cet animal noir et blanc. Eh bien, pendant les présentations, ces supérieurs imitent ce sommeil afin de réduire la nervosité des orateurs.
Je pourrais encore aborder d'autres éclairages, comme par exemple le sommeil en période de jeûne, ou encore les différentes évolutions du sommeil dans la vie. Tout ceci pour vous montrer que le sommeil nourrit une foule de fonctions cérébrales, parmi lesquelles nos capacités à apprendre, mémoriser, prendre des décisions et faire des choix logiques. Le sommeil est au service bienveillant de notre santé psychologique, il rééquilibre nos circuits émotionnels et c'est d'autant plus vrai pour les personnes dites hypersensibles. Le sommeil est très important pour nous permettre de relever des défis. Le rêve est un bain neurochimique réconfortant qui apaise les souvenirs douloureux et un espace de réalité virtuelle où notre cerveau peut mêler les savoirs passés et présents et nourrit notre créativité. Et puis le sommeil, c'est encore cette expression que vous connaissez peut-être, cette expression anglaise, beauty sleep. Ce n'est pas un scoop, le manque de sommeil brouille le teint. Des poches sombres qui se creusent sous les yeux, un manque général de vitalité qui apparaît. Eh oui, les troubles du sommeil sont annonciateurs de problèmes de santé qui peuvent survenir 20 ans plus tard. Le sommeil fonctionne comme un mécanisme d'alerte qu'il est important de savoir écouter. Demain, nous verrons le cercle vicieux de la fatigue et de l'insomnie et la manière dont nous nous retrouvons piégés dans un cycle de privation du sommeil. Nous ne sommes pas faits pour souffrir d'insomnie. Au contraire, nous sommes programmés pour dormir aussi naturellement que nous respirons. Et voici maintenant les 2 premiers petits boosts pour un meilleur sommeil. Premier petit boost, de l'air frais. Avant d'aller vous coucher, je vous propose d'aérer votre chambre à coucher pendant 5 minutes en ouvrant complètement la fenêtre. Ensuite, je vous propose de trouver une température aux alentours de 18 degrés. Un apport suffisant en oxygène favorise la fatigue et une température autour de 18 degrés permet de mieux dormir. Deuxième petit boost, évitez les sources de lumière avant d'aller se coucher. Et oui, la lumière empêche le corps de sécréter de la mélatonine et nous avons vu tout à l'heure que la mélatonine, c'est un signal qui dit « Ready, let's sleep ». C'est pourquoi, plus la soirée est avancée, moins nous devrions nous exposer à la luminosité car celle-ci influence notre horloge interne, en particulier la lumière bleue des smartphones, tablettes et autres écrans. Et oui, tous ces écrans sont un poison pour notre organisme. Pour un meilleur sommeil, pour un sommeil sain, il est préférable de se séparer de tous ces écrans 60 minutes avant d'aller se coucher. Je vous souhaite de bons petits boosts de meilleur sommeil et demain nous aborderons un étau dans lequel bon nombre d'insomniaques tombent. Je vous souhaite que vos rêves soient aussi vastes que l'univers et aussi doux que le baiser de la lune. Bonne nuit à tous et à demain!